Déjà un mois que les élèves ont repris le chemin de l'école au Cameroun dans un contexte marqué par le coronavirus. Une atmosphère qui appelle bien sûr des éléments supplémentaires mais surtout des coûts additifs pour tous les acteurs du système éducatif. Rentrée scolaire 2020-2021 au Cameroun avec la pandémie à coronavirus, des coûts supplémentaires. On voit cela dans cette édition du magazine Stratégie dont voici le sommaire. Que signe pour nous Anissé Simo. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommet du magazine de l'économie actuelle ce mois. Retour dans les coulisses d'une rentrée scolaire en temps de crise sanitaire. Après plusieurs mois d'interruption, les élèves ont repris le chemin des classes le 5 octobre dernier au Cameroun. Une rentrée dans un contexte particulier. Comment les parents l'ont-ils préparé? Comment les mesures gouvernementales sont-elles appliquées? Quelles sont les incidences économiques de ces nouvelles organisations? Vous saurez tout dans le document du mois. Comme invité grand témoin, Bertrand Didier Bouga reçoit le professeur Marcelin Vundaïtoa, secrétaire permanent du Conseil national d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique. Il vous dira tout sur l'indisponibilité de certains manuels scolaires. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Et ce soir, pour commenter cette actualité relative à la rentrée scolaire 2020-2021 sur notre plateau, nous accueillons un invité grand témoin, le professeur Marcelin Vundaïtoa. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Stratégie. Merci de votre invitation. C'est une première pour vous, je peux me permettre de le dire. Une toute première, oui. Mais une émission que vous connaissez bien. Absolument. Alors nous avons choisi un cadre bien dans le contexte, pour me reprendre. Nous avons choisi un cadre qui correspond à l'ambiance de rentrée scolaire. Nous sommes dans une cour d'école. C'est le complexe scolaire de l'Espérance, ici à Yaoundé. Qu'est-ce que cela vous fait d'être dans une école un mois après la reprise des cours? Alors je suis doublement impressionné d'être dans une école, mais dans une école d'un type particulier. Parce que quand je vois ce que je vois, j'imagine qu'il y a derrière un projet vertueux pour la formation de notre jeunesse. Alors, nous sommes un mois après la reprise des cours, je le précise, mais je dois dire que ça fait 7 mois, congés cumulés, que les élèves et enseignants ont arrêté de fréquenter les salles de classe en raison de la pandémie liée au coronavirus. Et voilà, professeur, qu'il faut reprendre avec des habitudes nouvelles. Comment vous avez ressenti cela, vous, à votre niveau et dans votre quotidien d'enseignant, de parents? Alors, dans la double posture d'enseignant et de parents, je pense que l'environnement qui s'est créé du fait de la pandémie devrait nous amener à réfléchir sur les logiques et les stratégies de formation de la jeunesse et de nos enfants. Je pense que la formation ne devrait pas être interrompue, elle ne devrait pas se faire par à coup. Il y aurait lieu de réfléchir à la possibilité pour les parents de créer même à l'intérieur de l'espace de vie qu'est la famille des possibilités de se former en continu. Ce qui changerait, ce serait le cadre, ce serait quelques-uns des acteurs, mais on aurait les mêmes outils et la même finalité, celle de donner aux enfants la possibilité d'apprendre et d'apprendre au quotidien. Professeur Marcelin Vundaïtoa, je rappelle pour nos invités que nous vous accueillons ici en qualité de secrétaire général du Conseil national d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique. Prétexte pour moi pour vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous avez pris en compte dans le cadre de cette commission-là, de ce Conseil national? Qu'est-ce que vous avez pris en compte en rapport avec la pandémie dans la pédagogie de l'année scolaire qui est en cours au Cameroun? Alors la première chose qu'il faut relever, c'est que notre responsabilité à nous au niveau du Conseil d'agrément des manuels scolaires consiste à évaluer les manuels matière par matière, classe par classe,
et à n'en retenir que le meilleur qui sera donc proposé au ministère des enseignements secondaires et au ministère de l'éducation de base pour la formation en salle de classe, pour la formation des enfants. Donc nous avons dans notre calendrier, sans connaissance de ce qui adviendrait le mois de mars, commencer l'évaluation des manuels scolaires dès janvier par la publication des appels d'offres. En février, nous avions terminé l'évaluation des manuels du cycle de la maternelle et du primaire. Dans le même mois de février, en début mars, nous avons commencé l'évaluation des manuels de classe de première, de lower et de upper six pour l'enseignement secondaire. Au moment où survient la pandémie, les éditeurs ont déjà chacun retiré des services du conseil la copie dûment validée des corrections à intégrer dans les manuels agréés. Ils sont donc dans le processus de leur production. Ce travail étant terminé, nous nous attaquons à autre chose, c'est-à-dire la préparation de la production, pour laquelle nous avons été alertés par certains éditeurs des difficultés à imprimer à l'étranger parce que les entreprises étaient à l'arrêt. Heureusement, ces éditeurs-là avaient obtenu du conseil 8 mois plutôt que les 5 prévus par les textes réglementaires pour produire les manuels, 5 mois et demi pour ceux du secondaire pour que les manuels soient disponibles. Voilà, je veux dire, sans calcul, ce qui s'était fait en son temps par le conseil. L'autre aspect lié à cette année académique est bien sûr le changement de planning. On a désormais droit à des mi-temps, au téléenseignement et autres modalités qui ont dû être mises en place. Quelle appréciation ou quel retour vous avez au niveau du conseil, ou alors vous-même en tant que responsable au niveau du Cameroun? Alors, ce que je voudrais observer, c'est que le système de mi-temps donne l'impression qu'on a réduit le temps de l'enseignement en classe. Si cela était le cas, je pense qu'il y a de la part des enseignants des stratégies qui sont mises en œuvre pour densifier les enseignements. Mais ce qui est le plus sûr, c'est que le manuel qui délimite le programme, les différentes leçons qui constituent le programme, classe par classe, matière par matière, reste le même et à l'usage des élèves en classe ou en dehors de la salle de classe. Il y aurait donc lieu d'insister sur la nécessité pour chaque parent d'offrir à ses enfants tous les manuels et éventuellement, dans le cas où le temps mis en classe ne permettrait pas de couvrir tout le programme, que les parents s'impliquent minimalement pour accompagner les élèves dans les leçons qui pourraient ne pas avoir été vues en salle de classe. Donc, le contexte actuel de pandémie qui nous amène à observer des mi-temps ne permet pas de mi-temps dans l'usage des manuels scolaires. Les manuels scolaires étant à la disposition des enfants, ils peuvent l'utiliser à plein temps, en partie à l'école avec les enseignants, en partie à la maison avec leurs aînés ou avec leurs parents pour boucler les programmes qui pourraient ne l'avoir pas été en salle de classe faute de temps. Merci professeur pour ces premiers éléments d'éclairage. Je vous invite à présent à regarder la première partie de notre grand reportage consacré au coût de la rentrée scolaire en période de pandémie liée au coronavirus. Et là, on va voir à travers le reportage qui va suivre comment les parents notamment se sont préparés. Notre équipe de rédaction a suivi une famille dans la préparation à la rentrée scolaire. Rentrée scolaire, dans le cadre du contexte à coronavirus, comment est-ce que la pandémie dicte sa loi en cette période d'année scolaire? Regardons ce premier reportage que signe pour nous Georges-Nel Messi et Brice Fotso. Opération retour à la maison pour Loïc et Junior Otabula. Pour ces deux élèves du lycée général Leclerc de Yaoundé, il n'y aura pas école ce matin. C'est au portail de leur établissement qu'ils sont sommés par les surveillants de rebrousser chemin. Leur rentrée à eux se fera plutôt dans l'après-midi, à contrario de certains de leurs camarades qui, eux, ont rendez-vous avec les premières leçons après 7 mois d'interruption. Entre frustration et déception, accompagnés par leur mère, ils sont rejoints par des camarades qui découvrent comme eux la grille de répartition des salles de classe pour cette année scolaire. Une application de la mesure gouvernementale instaurant le système de mi-temps et réduisant le nombre maximum d'élèves à 50 par classe. Une mesure dictée par la pandémie du coronavirus, une pandémie qui s'est invitée au cœur des préparatifs de cette rentrée scolaire. Comment les parents et les établissements ont-ils préparé cette rentrée particulière? Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur ces derniers?
Que coûte l'application des mesures gouvernementales aux parents, enseignants et établissements scolaires? Cameroun, quand la Covid-19 dicte sa loi à la rentrée. Gabriel Mungba, commence par toi, viens prendre ton sac. Samedi 3 octobre 2020. Dans la famille Otabela, au quartier Nkolbison, l'heure est à la répartition des fournitures scolaires. Après des semaines d'achat, la mère, Paul Aurélie Bouni, peut enfin remettre à chacun de ses 3 enfants leur paquet minimum pour la rentrée. Il n'est pas encore question de livres, seuls les cahiers et le nécessaire de premier ordre sont distribués. Par rapport à l'année dernière, cette année a été vraiment difficile parce que c'est à la veille des rentrées que moi je parviens à acheter des cahiers. Et là, je n'ai qu'acheté des cahiers, pas de livres, même pas de tenues. Oui, ils sont là, ils n'ont pas encore de tenues de classe. Mais je pense que d'ici demain, s'il plaît à Dieu, on pourra en acheter. L'année passée, au moins, on a fait des achats une semaine avant. Mais cette année, on a dû serrer. C'est même avec beaucoup d'efforts que j'ai pu m'en procurer tout ceci. La perspective de la prochaine rentrée est un réel motif de soulagement pour Aurélie. Après 7 mois à la maison, ces garçons vont reprendre le chemin de l'école. De quoi souffler un peu après la crise. Durant cette dernière, justement, elle a passé des moments particulièrement difficiles, notamment dans son secteur d'activité. Paul Aurélie Bouni est infirmière dans une clinique privée. La Covid-19 a frappé de plein fouet ses revenus, comme pour bon nombre de ses collègues. Moi, en tant qu'infirmière, je bosse à Deo Gracia. Bon, depuis que le corona a commencé, le taux de fréquentation a vraiment chuté, ce qui fait que les revenus n'étaient plus pareils avec les arriérés de salaire. Et puis, entre-temps, même, on nous a pas envoyé au quartier. On a diminué l'effectif. Et grâce à Dieu, moi, j'ai été retenue. Je n'ai pas vécu ça, mais je vis quand même les arriérés de salaire. Donc, j'ai le salaire peut-être... Je travaille pendant 1 mois et demi avant d'avoir mon revenu. Pour la rentrée de ses enfants, le budget global, inscription et fourniture au complet se chiffre à près de 400 000 francs CFA. Pour l'heure, hormis les frais de scolarité, elle en est à plus de 70 000 francs CFA de courses. Une facture salée certes, mais pas de quoi décourager cette mère d'enfant qui a un avantage sur les autres parents. Dans son budget, elle a supprimé la ligne masque et gel hydroalcoolique. Le masque entre dans le budget, mais moi j'ai cet avantage, comme je suis infirmière, bon, je n'achète pas les masques. Prenons juste l'exemple d'un masque par jour, ça fait environ 1000 francs chacun, donc 3000 francs par semaine. Par rapport à la pandémie, pour les enfants, moi je n'ai pas de crainte, pas du tout, parce que les enfants sont moins exposés au corona. Les enfants qui sont exposés au corona sont des enfants qui ont des antécédents. Bon, les miens sont bien portants. Moi, je n'ai pas de problème par rapport au corona. Pour réaliser ces achats de rentrée scolaire en cette période de coronavirus, c'est ici au marché Mokolo que s'est rendue notre mère de famille. Dans cet espace marchand particulièrement bondé et achalandé aux couleurs de la rentrée scolaire où tout le monde se retrouve actuellement pour faire des achats. Quant au respect des mesures barrières, eh bien tenez-vous bien, on va dire que tout simplement le concept est rejeté au calendrier grec. Entre parents, élèves et commerçants, difficile de se frayer facilement un chemin dans les allées du marché Mokolo. Le principal marché de la ville vibre aux sonorités de la rentrée scolaire. Au menu, des bonnes affaires. La rentrée scolaire est vraiment très serrée. Le marché est dur. Nous sommes comme ça samedi même. Le dernier jour avant la rentrée scolaire. On ne voit pas les parents. C'est serré, c'est serré. L'une des hantises des parents à la rentrée, c'est la question de l'achat des manuels scolaires. Au marché Mokolo, ce samedi, veille de rentrée, le constat qui se dégage est pour le moins curieux. Si dans le secteur des cahiers et autres sacs de classe, les bonnes affaires sont au rendez-vous, dans les librairies, malgré l'affluence, les vendeurs font grise mine.
C'est vrai qu'il y a l'affluence, mais les parents déplorent la pandémie de Covid qui a créé une période de trêve. Donc ils n'ont pas assez de moyens. Mais sinon il y a l'affluence, mais les parents n'ont pas vraiment suffisamment de moyens. Bon, sans toutefois vous mentir, l'année dernière c'était nettement mieux. C'était nettement mieux. À moins de 2 jours de la rentrée comme ça, on pouvait faire vraiment un chiffre d'appel. On pouvait par jour faire même une recette de 300 000. Mais pour le moment, on atteint difficilement le cap de 300 000. Pour les parents, c'est quasiment la même rengaine. À cause de la pandémie, les moyens ont été réduits. Et au vu du prix des manuels, c'est chacun qui essaye de parer au plus urgent. Tenez par exemple, pour ce parent, la facture s'élève à 28 900 francs CFA pour l'ensemble des manuels de sa fille, élève en classe de 6e. Ceci, malgré le fait qu'il ait apporté dans la balance les anciens livres que cette dernière a utilisés au cours moyen 2, soit une réduction de 10 000 francs CFA sur sa facture globale. On devait demander aux importateurs, si possible, s'il fallait un peu subventionner pour qu'ils revoient un peu les prix des fournitures à la baisse, pour que les parents s'en sortent un peu mieux. Ça devrait être notre souhait. Il y a les grands grossistes qui ont même eu de retard au port. Donc ce qui veut dire qu'il y a d'abord même aussi pénurie sur le marché. Les parents sont frustrés avec le virus qui est dehors. Certains parents ne sont pas encore dans la chose de la rentrée scolaire. Ils attendent d'abord passer voir la première semaine avant de se mettre maintenant au niveau. L'année passée, on pouvait même rentrer à la maison comme ça. Au moins, si on n'a pas travaillé, on a au moins 50 000 dans la poche qu'on peut rentrer avec. Mais avec cette année maintenant, si on dit qu'on a quelque chose dans la poche, c'est 10 000. On a le droit. On a le droit. On ne va pas manger ça. On a le droit. Nous retrouvons la famille au Tabela le lundi 5 octobre au petit matin. En ce jour de rentrée, c'est le branle-bas général. Les enfants qui avaient pris l'habitude de grasse matinée doivent se préparer pour l'école. Pendant que les enfants prennent le petit déjeuner fait de bouillie avec des gâteaux, le père, Éric Valère, en profite pour prodiguer les derniers conseils. C'est une nouvelle année scolaire qui commence. Première des choses, d'abord, je vous ai envoyé à l'école. Je ne vous ai pas envoyé faire autre chose. Ça, c'est d'abord le premier détail. Deuxième détail, vos enseignants, ce sont eux qui vous forment. Vous devez leur donner du respect. Je ne voudrais pas entendre là que quelqu'un parmi vous a un problème avec. Vous pouvez avoir des petits différends, mais je ne voudrais pas entendre que vous avez eu, qu'on m'a convoqué parce que vous avez méprisé un enseignant. À journée spéciale, dispositif spécial. Même s'il perd une bonne partie de sa recette du jour, Éric a consenti à accompagner ses fils à l'école. Toute la famille dévale les 500 mètres de route, les séparant de la garderie, où le père a laissé son véhicule pour la nuit. Un peu comme pour sa compagne, la reprise des classes est un grand ouf de soulagement pour ce chauffeur de taxi. Avec les restrictions gouvernementales entrées en vigueur le 18 mars dernier, son activité et ses revenus ont chuté de manière drastique. Pendant la crise, surtout au début de la crise, les Camerounais ne sortaient plus. Or, c'est quand les Camerounais, c'est quand la population est en activité que nous travaillons aussi. Vous avez beaucoup de personnes qui sont allées au chômage. Vous avez par exemple les hôteliers, les personnes qui travaillent dans les hôtels, qui se sont retrouvés au chômage. Ça fait moins de personnes à transporter. Les élèves même, avec les anciens qui ne partaient plus à l'école, les élèves eux-mêmes qui ne partaient plus à l'école. Bon, c'est vrai qu'on avait déjà l'habitude avec les élèves qui partaient en vacances au mois de juin, juillet. Mais cette fois-ci, ça a été très différent. Pourquoi? Parce que pratiquement 60% de l'activité économique a été plombée. Comme j'ai pris par exemple le cas des hôtels, les aéroports qui étaient fermés, la gare, voyageurs étaient fermés. Globalement, c'est ça qui nous a surtout impacté. Le manque de personnes. Et sans oublier le temps où les bars étaient fermés. Vous savez que les Camerounais sortent beaucoup la nuit.
Voir des élèves qui reprennent le chemin de l'école avec les embouteillages qui vont avec est un point positif pour tous les Camerounais. Même si pour l'heure, le bilan de la préparation de cette rentrée Covidée reste mitigé pour les parents et la pandémie bien présente dans un coin de leur esprit. Nous nous retrouvons à présent sur ce plateau, une fois de plus pour continuer à parler de la rentrée scolaire dont les frais sont alourdis par la pandémie à coronavirus. Professeur, vous venez de regarder cette première partie du reportage avec nous et l'on peut voir qu'il y a des frais supplémentaires qui se sont ajoutés pour les parents. Une rentrée scolaire donc fortement impactée par la pandémie à coronavirus. Comment vous avez ressenti cela dans votre entourage? Je n'ose pas vous demander en tant que parent, quel est le ratio? Quels sont les frais que vous avez dû ajouter contrairement aux habitudes? Oui, en fait, les surcoûts peuvent s'expliquer dans la famille par les dispositions supplémentaires que vous venez d'évoquer, les cache-nez, les conditions d'hygiène qui doivent s'améliorer déjà à la maison et se poursuivre à l'école. Évidemment, pour les écoles, tout ce que vous venez d'énumérer comme investissement nouveau entraîne des coûts. Je ne sais pas si la pension est également affectée par ces surcoûts, mais j'imagine que si une classe qui était tenue par un seul enseignant est éclatée en deux du fait des effectifs, l'enseignant supplémentaire également doit avoir un salaire qui entre dans ces surcoûts-là. Donc, c'est tout ce qui est nouveau du fait de la pandémie dans le contexte de l'école, à la fois à la maison et sur les campus, qui justifie ces coûts, mais on ne pourrait pas les élever outre mesure sans qu'il y ait de la part de ceux qui les renchérissent des éléments concrets pour les apprécier. Professeur Marcelin Woudetoa, on le voit dans nos reportages, la disponibilité dans les librairies, j'allais dire au sein des établissements, parce que parfois on sait encore qu'il y a des établissements qui arrivent à rendre les ouvrages disponibles au moins pour leurs élèves. En tout cas, en librairie, il y a encore des ouvrages qu'on a de la peine à trouver. Je vais nuancer ainsi. Alors, je voudrais dire que la disponibilité tient à un ensemble de facteurs. Le premier étant les délais dans lesquels les éditeurs qui impriment pour la plupart, sinon presque tous à l'étranger, passent leurs commandes à leurs imprimeurs en Inde, en Chine, en Turquie ou ailleurs. Et la deuxième chose étant la surface financière qui permet de payer les factures à temps et d'enlever les marchandises. En imprimerie, vous payez 50% de la commande que vous avez passée lorsque vous la passez et les 50% restants, vous les payez lorsque vous enlevez la marchandise. Donc, si vous imprimez un livre qui coûte 1000 francs en 100 000 exemplaires chez un imprimeur en Turquie ou ailleurs, il faut savoir à quoi vous attendre. La deuxième chose, c'est la prise en compte du fret maritime qui dure entre 30 et 45 jours. Et la troisième et la plus importante, c'est avoir à disposition, et ce qui a été le maillon faible de la part de la plupart des éditeurs étrangers, avoir des entrepôts au Cameroun où on entrepose précisément, où on stocke soi-même les livres qu'on a produits et qu'on a rapatriés sur le Cameroun. La spécificité de notre marché, c'est qu'aucun éditeur étranger ayant des manuels agréés sur les listes officielles au Cameroun n'avait cru devoir avoir des entrepôts au Cameroun et n'avait cru devoir lui-même rapatrier sur le marché camerounais les manuels qu'il produisait. À l'époque de Messa Presse, qui était une filiale d'un grand groupe français, ces livres arrivaient par ce truchement. Messa Presse ayant été cédé à un Camerounais, ce distributeur, ce diffuseur, avait pris l'habitude d'importer ces livres des éditeurs étrangers. Et cette année, parce qu'il avait d'autres préoccupations, il n'a pas cru devoir leur passer les commandes qu'il leur passait habituellement. C'est pour ça que plusieurs des éditeurs étrangers étaient en retard. Les éditeurs camerounais, la cause de l'indisponibilité de leur manuel, c'est leur impécuniosité. De nombreux éditeurs camerounais qui ont un ou deux manuels au programme n'ont pas toujours les garanties financières et l'accompagnement nécessaire pour payer les factures d'impression dont je vous ai dit qu'elles se payent 50% à l'avance et 50% à l'enlèvement. L'autre chose de la disponibilité qu'il faudrait expliquer, c'est le fait que les éditeurs ayant eux-mêmes payé leurs factures pour enlever leurs marchandises ne peuvent pas les donner à crédit aux libraires. Donc, certains des libraires qui se plaignent de l'indisponibilité des manuels
n'osent pas vous dire qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour acheter tous les manuels. Il reste que pour le parent, il y a une disponibilité des ouvrages. Oui, à ce moment-là, ça oblige les parents à aller dans de bonnes librairies. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le secteur du manuel scolaire? C'est qu'il y a des produits phares qui sont le livre de sciences, le livre de maths, le livre de français et le livre d'anglais qui tournent plus vite que les autres. Les libraires qui n'ont pas assez d'argent pour commander tous les livres, et je voudrais vous rappeler que pour commander 100 exemplaires de tous les livres de la maternelle à la terminale dans les 2 sous-systèmes d'enseignement au Cameroun, il faut aux libraires qui passent une telle commande 120 millions de francs. Et quand vous voyez les surfaces financières de nos libraires, ils sont loin pour la plupart d'avoir ces sommes-là. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent les livres qui passent. Et lorsque vous venez demander un livre de TIC ou d'éducation à la citoyenneté, ils vous disent que le livre n'est pas disponible. Parfois, ils n'ont pas eu l'argent pour tout commander. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Voilà, professeur, on est d'accord et on ne va pas être exhaustif sur cette question de disponibilité des ouvrages, mais puisque le magazine est consacré à l'économie actuelle, de ce point de vue, quand on vous écoute, on peut quand même s'interroger sans être chauvin ni fermer la voie à toute concurrence et opportunités liées à l'importation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, parce que vous êtes acteur de notre système éducatif de par cette responsabilité qui est la vôtre au sein du Conseil national d'agrément du manuel scolaire, est-ce qu'on envisage de renforcer notre dispositif d'impression, par exemple, des ouvrages scolaires? Est-ce qu'on travaille à ce qu'on ait des éditeurs locaux qui vont plus aisément remplir cette fonction? Alors, on a, à l'heure où nous parlons, des éditeurs locaux qui ont la capacité de produire les manuels scolaires en termes de quantité et en termes de qualité. Mais le problème qui se pose avec l'industrie de l'impression dans notre pays, c'est les surcoûts occasionnés par les taxes qui rendent les imprimeurs camerounais non compétitifs par rapport à leurs collègues étrangers. J'ai dirigé une maison d'édition et j'ai dû, en mon corps défendant, passer des commandes en Chine pour imprimer des livres parce que, ayant pris des factures pro forma ici, les livres, si je les avais imprimés ici, me coûteraient 4 fois plus cher que imprimé à l'étranger, transporté jusqu'au Cameroun, tout frais payé. C'est-à-dire, vous payez l'imprimeur, vous payez le fret maritime, vous acquittez les frais de douane, le livre vous coûte toujours plus du double de ce qu'il vous coûterait si vous l'imprimez. Quelle est la solution, professeur? La solution, c'est revoir la fiscalité des intrants du secteur de l'imprimerie. Et la difficulté que nous avons, c'est que lorsque les importateurs importent ces intrants-là, on ne différencie pas entre les intrants qui sont dédiés à la production des livres et les intrants qui sont dédiés à la production de tout autre type de travaux d'imprimerie. Ce que j'ai vu faire en Tunisie, c'est qu'il y a un papier, qui est le papier exclusivement dans lequel se font les manuels scolaires, qui a une lèse, c'est-à-dire une dimension précise. Lorsque vous importez ce papier-là, vous ne pouvez pas en faire un autre usage que des livres. Si on arrivait à cette discrimination entre les intrants qui sont dédiés à la production des manuels scolaires et ceux qui sont dédiés à toutes les autres activités d'imprimerie, on aurait un début de solution à ce problème. Merci, professeur, pour tous ces éléments d'éclairage et surtout d'appréciation de la rentrée scolaire qui se poursuit dans un contexte marqué par le coronavirus qui a imposé nombreux changements, nous le disions déjà dans la première partie du reportage, aux parents, élèves et enseignants. Et l'on va revoir dans cette seconde partie comment est-ce que ces derniers ont dû se réadapter entre horaires mixtes qui intègrent donc cours en présentiel et téléenseignement et autres dispositions qu'il a fallu prendre. Voici la seconde partie du reportage consacré à la Covid-19 qui impacte la rentrée scolaire 2020-2021 au Cameroun. Un reportage signé Georges-Nel Messi et Bruce Fotso. Vendredi 9 octobre, soit 4 jours après la reprise des cours. Au complexe scolaire Nazareth de Nkozwa, en ce début d'après-midi, c'est le calme qui règne. Dans les classes du collège, les enseignants dispensent des cours à des élèves assidus. Dès l'entrée au portail, la présence de ces 2 grands seaux d'eau rappelle le contexte sanitaire actuel. Une seule consigne, se laver les mains avant d'accéder au sein de l'établissement. C'est la sœur Pauline Fona qui nous accueille.
Membre de la congrégation des filles de Nazareth, elle dirige le collège qui est fonctionnel depuis 6 ans maintenant. Le complexe bilingue Sainte Famille de Nazareth est un complexe à 3 niveaux, cycle maternel, primaire et secondaire. Un établissement bilingue d'enseignement général qui est dirigé par les missionnaires filles de la Sainte Famille de Nazareth. Ici, ce sont 800 élèves qui sont encadrés par une cinquantaine d'enseignants au quotidien. Un encadrement qui a dû être remodelé avec la survenue de la pandémie en mars dernier. D'abord, pour boucler la dernière année scolaire. Il y a eu des réaménagements parce qu'il fallait respecter les mesures barrières. Déjà, quand la pandémie éclate au mois de mars, avec l'annonce ministérielle qui nous demande de garder les enfants à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sommes assis. D'abord, il faut obéir, obtempérer. Nous avons décidé avec tout le staff éducatif de voir comment continuer à donner cette éducation de qualité sans toutefois piétiner les mesures barrières. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les classes d'examen sont restées en salle en respectant le nombre de 20 par salle. 20 élèves du coup moyen 2 et classiques qui sont restés et tous les autres ont été renvoyés à la maison. Nous avons continué à achever l'année en ligne. Pour ces réaménagements, l'école a dû puiser dans sa caisse de fonctionnement en y ajoutant une ligne de dépenses supplémentaires. Achat de 2 thermoflash à 60 000 francs l'unité, installation de gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque salle de classe, une réorganisation du système d'hygiène et de salubrité de l'établissement, ainsi que la désinfection complète de l'ensemble des 3 bâtiments à raison de près de 50 000 francs CFA par bâtiment. Des dépenses qu'il a fallu reproduire lors de la préparation de la nouvelle année scolaire. La pandémie nous a surpris au niveau de l'infrastructure, de l'emplacement, la mise en place de l'établissement tel qu'on l'appelle. Mais le mois de juin et juillet nous a donné le temps de réorganiser. Par exemple, maintenant, si nous montons, vous verrez que chaque élève est assis sur sa table, sur sa place. Et même les salles où on partageait 1 ou 2 blancs, des places assises, ce n'est plus le cas pour respecter les mesures barrières. Avant, nous allions jusqu'à 40 peut-être par classe ou 35. Maintenant, c'est 25 parce qu'il a fallu éclater les salles de classe. Dieu merci. Pour le moment, nous avons assez d'espace parce que l'établissement naît et grandit au fur et à mesure. On a pu respecter cette mesure de distanciation. Entre le réaménagement des salles de classe et la mise sur pied de la plateforme numérique pour le distant learning, comptez entre 6 et 7% de dépenses supplémentaires pour l'établissement. Un pourcentage réduit considérablement par les dons de l'archevêché et du ministère de tutelle. En temps normal, il faut compter environ 12 à 15% de frais supplémentaires pour un établissement de cette taille et un peu plus pour les plus grands. Monseigneur Barga avait remis à tous les établissements catholiques des seaux avec des robinets, des petits seaux, des vaches, c'est pas des sprinklers. He gave us sprinklers et aussi des masques et beaucoup de savon pour pouvoir respecter les mesures d'hygiène au moins. Enfin, quand même, ça a amorti et ça se sent. Non, s'il fallait acheter tout cela, alors ce qui reste, qui va coûter, ce sont peut-être les désinfectants pour les toilettes et peut-être les personnes qu'on appelle de temps à autre pour désinfecter tout le bâtiment à une fréquence régulière, surtout tout ce qui est acier. Vous voyez que le bâtiment, c'est la vitre et l'acier. Et c'est là que mon ami, le Covid, aime s'installer. Donc, tout le temps, il faut passer. Vous voyez, on a rencontré les ménagères. Après la pause, il faut passer. Les élèves, il faut passer. On utilise les toilettes, il faut nettoyer. Donc, ça va coûter, mais la vie n'a pas de prix. Dans ce collège confessionnel, un autre avantage qui limite les coûts de la rentrée, c'est bien la non-application du système de mi-temps, à cause des faibles effectifs. Dans les établissements publics, comme le lycée général Leclerc, cette mesure est plus qu'impérative. L'administration a ainsi procédé à un éclatement en 2 sections du lycée, avec des classes de 50 élèves maximum qui fonctionnent en mi-temps, de 7h30 à 12h pour le premier groupe et de 12h30 à 17h30 pour le second. Un réaménagement horaire qui impose un surplus de travail tant au staff administratif qu'enseignant. Des enseignants déjà appelés à consentir à des sacrifices énormes durant la pandémie
et qui sont appelés à poursuivre sur la même voie. Pour comprendre comment cela se vit au niveau des enseignants, nous avons rendez-vous avec Roger Kafo-Fokou. Il est président national du syndicat autonome des enseignements secondaires, le SNAES. Avec près de 40 ans d'expérience dans l'enseignement, l'enseignant de français au lycée bilingue de Tchang est à Yaoundé pour une série de concertations au ministère des enseignements secondaires en relation avec la rentrée. Une rentrée pleine d'inquiétudes pour ses collègues enseignants. La Covid va induire pour l'enseignant des changements qui me semblent être des changements économiques profonds parce que sa bourse sera affectée, notamment, vous savez qu'on ne doit pas porter le même masque toute la journée, tous les jours, toute la semaine. Donc, il y a un budget masque qui va entrer dans la planification financière de l'enseignant. Je crois que jusqu'ici, aucune consigne n'a été donnée par le gouvernement pour que les masques soient donnés à tous les enseignants à un rythme acceptable. La réorganisation du temps scolaire, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est une réorganisation qui ne va pas concerner tous les établissements, mais les établissements des grandes villes et des grandes métropoles. Les villes régionales, les capitales nationales, les villes départementales de beaucoup de régions, parce que beaucoup de nos villes départementales aujourd'hui ont des établissements à gros effectifs. Et dans ces établissements-là, le temps de l'école va se structurer de telle sorte qu'on aura 3 plages. Une plage en matinée de 5 heures, en après-midi d'à peu près 4 heures. Et une dernière plage qui concerne davantage le téléenseignement et les élèves qui va aller de 18h à 20h, 20h30. Ce qui signifie qu'un enseignant va être prêt à enseigner les plages de la matinée et aussi les plages de l'après-midi en fonction de la disponibilité des enseignants. Si on avait de la ressource humaines suffisantes dans l'enseignement. Et je dis si parce que je sais qu'on n'en a pas. Le taux de vacatariat dans l'enseignement secondaire que je connais mieux n'est pas très loin d'être le tiers du personnel, autour de 30-33%. Ce qui veut dire que lorsqu'on va avoir le système de double flux, comme on dit souvent, il sera inévitable pour un certain nombre d'enseignants d'être en même temps présent en matinée et en après-midi. Des dépenses auxquelles il faut désormais ajouter tant pour les établissements que pour les enseignants les frais liés au téléenseignement ou à l'enseignement à distance qui, avec la pandémie, devient indissociable de l'école en présentiel. On parle alors du nouveau paradigme de l'éducation au Cameroun. L'enseignant va devoir en même temps avoir à augmenter les coûts de préparation de ces leçons. Ça, c'est peut-être un aspect sur lequel on ne réfléchit pas encore pour l'instant. J'aimerais attirer l'attention des gens là-dessus et ce sera en rapport avec le téléenseignement. Le téléenseignement va apporter des innovations, mais qui auront également un coût et ces coûts ne seront pas pris en charge par le gouvernement. Et donc, la question même de la prime de documentation et de recherche de l'enseignant va se poser avec une plus grande acuité parce qu'il aura beaucoup plus qu'avant besoin de cette prime pour s'équiper en outils numériques, pour s'équiper en ouvrages scientifiques, en ouvrages didactiques, en documents pédagogiques. Il lui faut désormais asseoir sa bibliothèque. Je pense que l'une des solutions serait de mettre sur ces plateformes un certain nombre de ressources pédagogiques, didactiques, scientifiques
accessible pour les enseignants, mais ça ne sera jamais suffisant. Chaque enseignant devra diversifier ses sources et tout cela aura un coût. Une nouvelle ère pour laquelle il faudra une bonne adaptation pour une maîtrise de l'éducation au Cameroun. Nous sommes en train de faire un saut vers l'inconnu. Et du moment où nous pouvons distinguer quelques éléments qui nous permettent de nous faire une idée de cet inconnu, il faut profiter de ces indices pour nous préparer. Et je voudrais dire qu'à long terme, je ne sais pas si c'est dans 10, 15, 20 ans, les campus numériques qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui et qui étaient quelque chose d'absolument qui relevait de la science-fiction il y a quelques années, dans 10-15 ans, les campus numériques seront aussi communs que les campus ordinaires que nous avons aujourd'hui. Ainsi donc, au-delà de toute perception, c'est à un renouveau du système éducatif qu'a conduit la pandémie du coronavirus. Avec des changements perceptibles aujourd'hui à une infime échelle, mais qui pourraient radicalement changer la société camerounaise de demain. Encore faut-il pour cela s'y adapter. Professeur Mounetoa, on l'a vu dans cette rentrée scolaire 2020-2021, pour le premier mois que l'on vient de voir, des parents, enseignants et autres acteurs du système éducatif ont dû réaménager leurs habitudes, notamment en rapport avec la préparation même de la rentrée scolaire. Et surtout, il a fallu intégrer cette dynamique nouvelle qui, évidemment, on va dire, revient pour ce qui est des doubles emplois de temps, pour le dire ainsi, mais également intégrer donc quelque chose de presque nouveau dans notre environnement, le téléenseignement. Selon vous, est-ce que notre système éducatif est prêt et peut intégrer de manière optimale ces changements que nous oblige le contexte de la pandémie à coronavirus? Alors, on peut envisager la préparation à un double niveau. Au niveau humain et mental, je pense que nous sommes tous au fait de toutes ces mutations-là. Et on peut observer que les enfants, plus que les adultes, sont plus ouverts encore, plus malléables, capables de s'adapter à tout ce qui est digital, à tout ce qui est numérique. Maintenant, au niveau infrastructurel, c'est peut-être à cela que vous faites allusion essentiellement, ou qu'on fait allusion quand on aborde cette question, c'est d'avoir les ressources énergétiques, d'avoir les équipements qui permettent de rendre possible ce téléenseignement. Et je crois avoir suivi des responsables en charge de notre système éducatif dire qu'il y a des paliers, parce qu'on a souvent invoqué le fait que dans certaines zones défavorisées, on n'a pas l'énergie électrique, on n'a pas la télévision, on n'a pas tout ce qui... Quand on a l'énergie électrique, parfois on a une connexion qui n'est pas parfaite. Voilà, on peut avoir toutes ces choses qui entravent ce processus, mais évidemment, si on considère que la radio y participe aussi, on voit bien qu'on a, face à ce problème qui est complexe, des paliers de solutions. On peut avoir le téléenseignement là où on a la télé, on peut avoir un enseignement audio là où on n'a que la radio, et la difficulté peut être de se dire que ce n'est pas le même niveau. Mais en fait, ce n'est pas le même niveau pour l'attention de celui qui est le récepteur de ce type d'enseignement. Lorsque vous avez le téléenseignement, l'enseignant est sensiblement dans un espace familier à la salle de classe. Vous le voyez, il y a un tableau. Mais quand c'est audio, si on développe davantage l'acuité visuelle, l'attention des apprenants, ça développe par ailleurs d'autres capacités, un peu comme les défaillances de certains éléments de notre organisme sont compensés par d'autres. Voilà. Le sens peut être plus élevé quand la vue s'est affaiblie. Et toutes ces choses-là peuvent être travaillées. Il y a des solutions qu'on peut trouver qui soient originales. Alors, dans ces solutions, et peut-être que vous n'y avez pas pensé au niveau du Conseil national d'agrément du moyen scolaire pour cette année scolaire, parce que vous et moi avons évoqué la question tout à l'heure, est-ce que les contenus qui ont été validés ont intégré ces aspects? Je pense qu'il n'y a pas à prévoir autre chose que ce qui est contenu dans les manuels qui définit le contenu des savoirs à développer. Pour le comprendre, il faudrait considérer le manuel comme
une pièce de théâtre et la représentation du fait de la mise en scène par l'acteur qu'est l'enseignant pour contextualiser le contenu des manuels. Il n'y a rien à changer dans les contenus des manuels, il y a simplement une ingéniosité de la pédagogie à développer pour que les enseignants en situation de téléenseignement sachent transformer le contenu des leçons pour que cela aide les élèves à assimiler leurs cours. Et question maintenant en rapport avec le livre scolaire au Cameroun. On a parlé un moment, et c'est d'actualité, de la politique du livre unique qui a souvent fait débat, qui reste donc d'actualité, je le disais. Quel est le niveau d'implémentation de cette vision politique? Alors, la politique du livre unique a été décrétée le 23 novembre 2017 pour régler un ensemble de problèmes. La marchandisation du manuel scolaire, qui est un outil didactique sacré. La deuxième chose, c'était le relèvement de la qualité, parce que là, on avait 6 livres par matière. On met tous les 6 en compétition, on ne retient que le meilleur. Je pense que, puisque nous sommes dans une émission qui touche et qui se rapporte à l'économie, il y aurait lieu d'attirer l'attention des acteurs économiques et financiers de ce pays sur le fait que l'assainissement du secteur du manuel leur offre toutes les garanties pour faire de bonnes affaires et pour ajouter à ces bonnes affaires financières et économiques qui font une dimension sociale et culturelle. Voyez-vous, désormais, les livres sont agréés pour 6 ans. Si vous investissez dans un livre, les quantités que vous n'avez pas vendues cette année, vous avez 5 années supplémentaires pour les vendre. Les éditeurs, désormais, devraient être des interlocuteurs respectés des banquiers et de tous les financiers, parce que lorsque vous avez un livre qui est inscrit sur les listes officielles, ce livre-là, lorsque vous êtes au cycle primaire, doit s'imprimer en au moins 100 000 exemplaires. Et 100 000 exemplaires, multipliés par 1000 francs l'exemplaire, vous voyez ce que ça représente en termes de coût. Et ce livre-là est le seul qui est prescrit et qui devrait se vendre à tous les élèves de notre système éducatif. C'est une marchandise désormais captive, sur laquelle l'investissement est sûr, sur laquelle l'investissement est rentable. C'est ce qui aurait lieu de dire à tous les acteurs du secteur économique et financier, à tous les banquiers, parce que les éditeurs sont parfois de petits entrepreneurs et toutes les maisons d'édition historiquement commencent petitement et grandissent au fur et à mesure. Vous imaginez qu'un livre imprimé en 100 000 exemplaires, s'il coûte 1000 francs, représente 100 millions de francs. Et ces 100 millions de francs, on peut les capitaliser en moins de 3 mois, le temps de la vente du manuel scolaire qui est saisonnière, un peu avant la rentrée, pendant la rentrée et un peu après la rentrée. L'équipe de stratégie ira voir sur le terrain lors de nos prochaines éditions comment est-ce que ce business du livre se porte sous ces différents angles. Professeur Marcelin Wundetoa, nous arrivons bientôt à la fin de ce magazine et je vous repose la question. 1 mois après le début de la rentrée scolaire au Cameroun, quelle est l'appréciation que vous faites en tant que parent dans ce contexte qui est le nôtre? Les enfants ont passé 7 mois congés cumulés à la maison, les enseignants également presque la même période. Ils reprennent avec des modifications liées au planning scolaire, aux modalités d'enseignement, aux dispositions d'hygiène, dispositions sanitaires à prendre. Quelle est l'observation que vous faites de votre point de vue, celui du secrétaire général du Conseil national du manuel scolaire et du manuel didactique? Alors, la première observation est une observation satisfaisante de la capacité d'adaptation de tous les acteurs du système, des acteurs institutionnels aux acteurs individuels que sont les parents et les enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est la capacité des enfants véritablement à s'adapter. Il y a donc lieu de penser que le potentiel qui est dans les enfants est capable de les amener à faire face à toute situation nouvelle. Cette situation n'est pas une tragédie. Nous y adaptons et nous allons par cette adaptation, par l'ingéniosité à laquelle elle nous pousse, nous en sortir, j'en suis sûr. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition du magazine Stratégie. Nous en arrivons donc au terme avec notre invité grand témoin ce soir. C'était le professeur Marcelin Wundetoa, secrétaire permanent du Conseil national du manuel scolaire et du matériel didactique au Cameroun. Il a accepté de commenter avec nous l'actualité de ce mois. C'est la rentrée scolaire marquée par la pandémie à coronavirus. Une édition préparée par Anissé Simo avec Brice Fotso en Ondal et Georges Onel Messi. Alain Kwam en signe la réalisation. Nous étions ici au complexe scolaire bilingue de l'Espérance à Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 1 mois sur votre chaîne de télévision lorsqu'il sera 21 h. Bonsoir.
Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.